Bonsoir Felwin Sarr. Bonsoir, Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter vous-même. je m'appelle Felwine Sarr, je suis universitaire et écrivain sénégalais. Très bien. Alors, vous êtes ici au musée Théodore Monod dans le cadre d'un symposium intitulé Sens du lieu, déplacement, replacement, non-placement. À quoi renvoie cette thématique qui me semble assez complexe? En fait, avec la Raw Academy, on a organisé ce symposium qui est d'abord un questionnement sur, on va dire, les modalités d'habiter. Habiter la ville, habiter le monde, habiter le cosmos, habiter les espaces et comment les espaces nous font, nous façonnent, nous produisent et comment aussi nous les affectons. Et je pense que la quête, c'est la quête d'une place juste dans le monde et dans les différents espaces qui font nos mondes. Donc la question de l'architecture et de la ville était au cœur de cette problématique. La question de l'écologie, le rapport avec tout le vivant. La question de notre lien avec les liens intangibles et immatériels. Ça aussi, c'était une question. Et la question de l'hospitalité. Donc nous avons structuré la réflexion sur 4 jours, sur ces 4 axes, et chaque journée est consacrée à l'un des axes. Et qu'est-ce qu'il est attendu de cette rencontre où il y a beaucoup de scientifiques de divers horizons, je crois? Il y a des scientifiques, il y a des artistes, il y a des activistes, c'est une rencontre transdisciplinaire. C'est déjà de nous poser des questions importantes sur notre habité, sur notre écologie, sur les liens que nous tissons, sur les manières dont nous produisons nos villes, et sur justement prendre du recul et réfléchir à toutes ces questions-là qui ne vont pas de soi. Nous sommes pris dans des grandes dynamiques, dans des infrastructures, dans des superstructures. Nous survivons à l'intérieur. Et je pense que fondamentalement, la question, c'est la question de qu'est-ce que ça signifie bien vivre, vivre avec qui, qu'est-ce que la communauté, qui fait partie, quels sont les liens qu'on produit dans la communauté, comment produire des liens de qualité dans les espaces que nous habitons et comment essayer de contribuer à une vie épanouie sur tous les plans, quoi, qui articule justement des relations de qualité avec les différentes composantes avec qui nous vivons. Alors, est-ce qu'il faut repenser la manière dont nous construisons nos villes aujourd'hui et les adapter à notre monde actuel? Absolument, nous devons déjà les adapter à qui nous sommes, à notre manière de faire société. Nous mimons les villes que nous estimons développées. Nous voulons ressembler à Paris, à Dubaï, à Londres. Nous sommes des villes du Sahel, nous sommes des pays de la côte. Nous avons des architectures précises, nous avons des modes d'habitat, nous avons des formes de relations sociales. Nous avons des manières d'occuper les espaces qui doivent se refléter dans la manière dont nous concevons nos villes. L'idée, c'est de ne pas subir le monde, mais de le construire dans l'être acteur. Ça, c'est l'une des choses. L'autre, c'est que les villes africaines, c'est celles qui ont le taux d'urbanisation le plus élevé. C'est celles qui croissent le plus vite. C'est de grands corps organiques pris dans des dynamiques de métamorphose. On aura 471 millions d'urbains bientôt, 50% de la population africaine. Des villes en 2050, on sera 2,2 milliards d'individus devant la Chine et devant l'Inde. Lagos sera la ville la plus peuplée au monde. Et il semblerait qu'on est en train de créer une ville-région qui ira de Lagos à Abidjan. Donc quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Donc ça veut dire qu'il y aura des questions liées aux voies de communication, à l'eau, à l'écologie, à l'énergie. Et une ville, c'est un lieu que l'on configure pour que des communautés y vivent ensemble au mieux des possibilités de la vie commune. Donc on ne peut pas laisser ces dynamiques se déployer de manière organique. Il faut aussi qu'on les pense, qu'on les réfléchisse, qu'on les infléchisse et qu'on les affecte. Donc c'est aussi ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'il y a des architectes, il y a des journalistes, mais il y a aussi des artistes, il y a aussi des universitaires, il y a aussi des activistes, il y a des gens qui viennent de disciplines diverses, dont la pluralité des regards elle est nécessaire pour bien penser nos habitats et la manière dont nous habitons nos lieux. Alors, vous avez évoqué cette grande démographie qui est en perspective pour le monde, pour l'Afrique surtout. À votre avis, est-ce que nos leaders, nos dirigeants ont pris conscience de ça et commencé à réfléchir à 50 ans, je ne sais pas, 70 ans, comment va être Bah, notre... c'est souvent notre déficit, la planification, le futur, l'anticipation et la prospective. Souvent, nos leaders sont pris par des urgences qui sont plurielles et multiples et ils font face à une pluralité d'urgences. Ils essaient de résoudre des problèmes qui se posent à eux, là, aujourd'hui, demain, dans les mois à venir. Et ils y consacrent beaucoup de leur temps et de leur énergie. Je me dis que peut-être que les espaces académiques, les espaces artistiques, les plateformes intellectuelles, les think tanks, des lieux que la société civile crée dans une temporalité haute, ces espaces peuvent permettre de prendre du recul, de réfléchir à ces questions-là, de produire une archive, de la partager, de la transmettre et de s'occuper de ces questions-là qui demandent justement
de ne pas être dans les urgences, de ne pas être né dans le guidon, et de pouvoir prendre le temps que nous prenons aujourd'hui sur plusieurs jours, à juste réfléchir et à envisager, à imaginer. Oui, en parlant de comment est-ce que nous vivons en ville, 10 ans plus tôt, ce que je vois ici à Dakar sur le plan de l'assainissement, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, partout, même dans les quartiers résidentiels, je vois des eaux qui remontent. Voilà. Est-ce que quelque part, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de pluie ces années-ci, mais est-ce que quelque part, la manière dont on construit les villes, l'architecture, les plans d'urbanisme n'en sont pas responsables? Je pense qu'il y a bien évidemment une dimension qui revient aux urbanistes et aux architectes. Après, il y a planifier la ville, mais après, il y a le fait aussi que la ville, elle se crée d'en bas, elle se crée de manière organique. La ville, elle est en avance dans nos pays, dans nos villes africaines, sur la planification urbaine. Déjà, faudrait-il que celle-ci puisse être respectée. Il y a bien des plans dans des villes que les individus ne respectent pas, et les moyens de les faire respecter étant limités, il y a une partie de la ville qui se crée d'elle-même. Mais en même temps, on ne peut pas considérer que la ville ne se crée que par le haut. On doit accepter des logiques de création à partir du bas, à partir des gens qui y habitent, et tenter de comprendre leur logique, leur rationalité, pourquoi les gens produisent la ville de cette manière-là. Peut-être qu'aussi, en intégrant la manière dont les gens produisent la ville, en comprenant la rationalité de la production organique, on peut l'anticiper. On peut se dire que la ville va grandir de ce côté-là parce que les gens viendront s'établir pour telle nécessité, l'éducation, la santé, les opportunités économiques, l'habitat, les voies de communication, etc. Donc ça veut dire que cette conjonction des modalités de production de la ville produite par le haut et par le bas, par les individus, par les communautés, par les planificateurs, par les urbanistes, c'est une question totale que l'on doit articuler et ne pas juste la voir d'un côté et ne pas prendre en compte les dynamiques organiques de la ville qui sont aussi importantes. Alors, je reviens au thème de cette édition du symposium, le sens du lieu, déplacement, replacement, non-placement. Est-ce qu'il y a un aspect migration dans cette thématique? Oui, on a parlé ce matin de la question de l'hospitalité et de la mobilité internationale et du fait que les gens ont le droit de se déplacer, d'habiter le monde, d'aller s'établir ailleurs. On a réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire, la cosmopolitique de l'hospitalité, comment les migrations reconfigurent les territoires, mais comment la migration est le centre de la Terre et le centre de la vie humaine et la manière dont l'humanité a peuplé le monde. Et de toute manière, c'est une donnée essentielle des groupes humains et il vaut mieux la prendre en compte, l'anticiper, la comprendre, que le monde est cosmopolite et que la condition cosmopolite du monde est inéluctable, plutôt que de tenter de s'y opposer, de voir comment est-ce qu'on pense cette condition-là et comment on réfléchit à cette condition et comment on l'anticipe et comment on l'organise. Parce que c'est un fait inéluctable de la condition humaine. Donc, dans cette dimension de migration a été prise en compte dans l'axe thématique d'aujourd'hui, autour de toutes les questions que ça pose, l'accueil, ceux qui sont accueillis, les frontières, l'identité, l'appartenance, le lieu, l'habiter, la mobilité, etc., etc. Et justement, en parlant de ce point, bon, ça me ramène à penser à l'actualité concernant la migration des jeunes subsahariens qui quittent l'Afrique, qui prennent tous les risques, traverser le désert, traverser la mer pour aller en Europe au péril de leur vie. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que malgré les tragédies qui s'y passent, ça ne retient pas les gens? Parce que c'est une question complexe, c'est une question très complexe. En fait, on va souvent traiter sur l'angle économique, qui est une des dimensions, mais ce n'est pas la seule. Il y a une dimension aussi du récit et de la représentation. C'est quoi une vie réussie? C'est quoi une vie accomplie? Quel type de vie la société dont on est issu valorise? Quel est le poids psychique et psychologique que nos groupes mettent sur les jeunes adolescents, les jeunes adultes, en leur demandant de réussir, de s'occuper de la famille, de réussir dans les formes que la société valorise? Donc, on peut bien avoir un travail, s'en sortir, mais estimer que dans l'espace dans lequel on est, on n'aura pas les moyens de répondre aux injonctions de la société, aux imaginaires de la réussite que la société propose et qu'elle valorise. Donc ça, c'est des choses qui mettent les gens en exil. Et puis il y a d'autres problématiques. Il y a la problématique du droit à la liberté du voyage, donc le droit à la mobilité qui est un droit fondamental. Il y a des gens qui ont le droit de s'établir où ils veulent dans le monde et que les jeunes Africains sont enfermés du dedans et du dehors. L'usage du monde leur est interdit. Donc ça aussi, c'est une question fondamentale à gérer. Mais je pense qu'il y a plusieurs strates qui rendent la question difficile. Et c'est ça le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut décortiquer toutes les dimensions du flux migratoire, les penser, les articuler, les réarticuler. Et c'est ce qui fait que malgré les dangers, les jeunes continuent à partir, même s'il faut souligner que quand même la plus grande migration reste en Afrique.
Il y a 80% qui restent en Afrique. Les gens réussissent à s'intégrer dans les pays voisins. Mais la plus spectaculaire, c'est celle qui est tragique. C'est celle qui passe par la Méditerranée et le désert et qui fait des morts et qui fait des tragédies, etc. Et quand les Européens parlent, l'extrême droite parle du grand remplacement, vous pensez que c'est de la fiction? Non, Vous pensez que les Africains vont envahir l'Europe pour les remplacer? mais non, quand les Européens sont arrivés dans le continent africain, est-ce qu'on a parlé de grands remplacements? Quand nos peuples ont été forcés à des rencontres violentes, et que nos peuples ont dû se réinventer, changer de langue, que certains ont été déportés, sont devenus autres dans d'autres territoires, est-ce que nous avons parlé de grands remplacements? En fait, tout ce que ça dit, c'est la mystique ethnique de la conception de l'humanité. Moi, fondamentalement, je ne suis pas intéressé par savoir est-ce qu'il y aura plus d'Indiens, de Chinois que d'Africains. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on sera des êtres humains. Et que comment, en tant qu'humains, on habite la planète. Et que notre condition, c'est bien évidemment la rencontre, le métissage, la transformation. Nos identités, depuis la nuit des temps, au gré des rencontres, elles se transforment, elles mutent. Nous sommes des êtres de la même métamorphose. Et c'est la condition humaine, et même, je dirais, la condition de vie vivante qui m'intéresse. Et ce qui est problématique, c'est l'atavisme du clan et de la tribu. Les gens veulent persister dans leur être, dans leur forme, dans leur microforme. Et même s'ils se sont déployés dans le monde, aujourd'hui le monde est en eux, ils ne veulent pas en être affectés. Et pourtant, ils se sont déployés à partir de la fin de la Renaissance dans le monde entier, quoi. Et le monde revient à eux. Alors, quand vous voyez un peu l'énergie que l'État du Sénégal déploie pour empêcher les jeunes de partir, est-ce que pour vous ça a du sens? Parce que vous avez tantôt évoqué le fait que c'est un droit d'aller où on veut et de s'établir. Mais ici, sous prétexte du danger, on les empêche de partir. Est-ce que l'État viole le droit de ces jeunes-là? Il y a l'impératif de la liberté de la mobilité, puis il y a l'impératif d'assurer la sécurité de ces ressortissants. Le droit de s'établir, de voyager, mais dans des conditions qui ne mettent pas votre vie en jeu. Je veux dire, ce voyage-là, il est trop cher payé. Et on devrait justement, si c'est en droit, on devrait pouvoir l'exercer sans danger et sans risque. C'est-à-dire que si voyager pour une partie de votre jeunesse, c'est au risque de sa vie, ce droit-là, il faudrait qu'on puisse l'exercer en toute sécurité, en toute dignité. Et je pense qu'il y a des injonctions contradictoires. Bien évidemment, nous avons le droit à la mobilité, mais les États doivent protéger leurs jeunes contre des formes de mobilité qui sont mortifères et qui sont tragiques. Mais je pense que les réponses sont à plusieurs niveaux. Il y a la réponse de la sécurité, il y a la réponse des opportunités, il y a la réponse des imaginaires, il y a la réponse des récits. Comment rendre nos espaces habitables et souhaitables? Comment faire en sorte que, bien évidemment, nous désirons voyager, mais que nous puissions vivre dignement dans nos lieux, nous puissions nous y épanouir, nous puissions nous y déployer. Et c'est la pluralité de la réponse qui rend la question complexe. Alors, quelqu'un que je peux qualifier de spécialiste de cette question migratoire, Pierre Sané, a dit un jour que l'État du Sénégal n'a pas à empêcher les jeunes de partir, il a à prendre des dispositions pour qu'ils s'en aillent de manière sécurisée. Maintenant, une fois qu'ils arrivent sur place, bon, ça c'est autre chose. Mais au départ, l'État n'a pas à prendre des mesures pour les empêcher de partir. Vous en pensez quoi? Mais je pense que c'est difficile en fait de faire ça. Je pense qu'il y a de la géopolitique internationale, il y a des relations internationales. Dès l'instant que les gens sortent des frontières et veulent accéder à d'autres pays, ces pays sont régis par des règles d'accueil, des règles d'accès. Et rien qu'au Maroc, le fait que le Maroc, l'Ukraine, tous ces pays-là sous-traitent la répression de l'immigration clandestine, ne sont pas respectueux des droits de l'homme, infligent des sévices et de l'indignité à nos ressortissants, là, l'État a quand même un devoir de protéger contre les indignités qui sont faites à nos jeunesse, parce que dès qu'ils franchissent les frontières du territoire national, ils sont soumis à des régimes de l'inimitié, c'est ce que Achille appelle les politiques de l'inimitié, qui sont absolument terribles. Et je pense que la responsabilité de l'État de ce point de vue-là, elle est engagée. Si vous savez que vos ressortissants, dès qu'ils traversent vos frontières, ne sont plus traités en êtres humains dignes, c'est un dilemme, mais je serais plus pour dire la liberté, ce n'est pas un absolu dans un espace absolu. C'est les contraintes relatives que l'on négocie, quoi. Et l'État doit se poser la question de savoir, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elle met comme hiérarchie dans ses impératifs. Et je pense que l'impératif de protection et de sécurité, on peut comprendre qu'il passe avant celui d'une liberté qui coûte la vie.